Coucou la compagnie. Coucou! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, la deuxième sur l'électricité. Alors un petit peu différente. La première, si vous ne l'avez pas vue, on vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour la voir. On vous avait parlé plutôt de nos appareils branchés, appareils et équipements en 220, en 12 volts, et puis les tests de consommation, qu'est-ce que ça donnait, tout ça. Là, on va décrypter un peu plus l'installation électrique en tant que telle, avec tous les boîtiers et tout le charabia que vous pouvez connaître et des fois être un petit peu perdu. Le MPPT, DC-DC, l'inverteur, le convertisseur, toutes ces choses-là. Voilà. Et on va vous parler aussi de l'importance pour nous, en tout cas en 100% électrique, de l'inclinaison des panneaux solaires, on va dire hors période estivale. Et on va rentrer dans la période justement qui va commencer à être, on change d'heure dans pas très très longtemps. Et donc du coup, ça va être très important. Donc on décrypte tout ça pour vous. On vous donne nos choix, nos besoins, notre point de vue aussi. Allez. Allez, et we go! Dans notre cas, nous disposons de 4 panneaux solaires. Donc c'est notre première source d'énergie. On a 4 panneaux solaires de 300 watts chacun. Ce sont des monocristallins full black de la marque Unitech, qui est une marque française. Cette partie-là, c'est notre partie de local technique. Ça peut vous paraître grand et volumineux, mais c'est que aussi, nous, on s'en sert comme stockage. J'ai fait un medley entre storage et stockage. Oui. De stockage. Là, quand on ne fait pas les vidéos et qu'on voyage, même qu'on roule. Donc ici, on a potentiellement une planche. Là, j'ai mes 2 voire 3 caisses de outils. Et les chaises, l'échelle, on crée toujours malgré tout une lame d'air. On laisse un peu le matériel s'aérer. Donc nous, on a fait le choix d'avoir 2 binômes de panneaux solaires, donc 2 fois 300 watts chacun. Donc ça nous fait un potentiel de 1200 watts de panneaux solaires, dissociés sur 2 MPPT. Donc les MPPT, sur le tableau, on les voit en numéro 1 et en numéro 2. Ce sont des 100 par 30. Donc ce sont des régulateurs de charge, des contrôleurs qui sont reliés directement avec les panneaux solaires et une partie qui est rebasculée directement sur la batterie. Alors ceci est ma cachette aussi. Je viens me réfugier ici quand je veux être seul et en harmonie avec moi-même. Donc on a fait le choix d'avoir 2 MPPT. Pourquoi? Parce que en cas où on ait un des panneaux solaires qui ne fonctionne pas ou un MPPT qui ne fonctionne pas, ça vous permettait de ne pas avoir la totalité du parc panneaux solaires qui ne fonctionne pas. Donc on aurait pu très bien avoir qu'un seul MPPT, donc bien plus volumineux que celui-ci, enfin que cela d'ailleurs, mais l'avantage c'est qu'on pouvait dissocier les 4 panneaux. Pourquoi? Également, c'est que nous on a nos panneaux solaires sur la tente de toit à l'avant, et que dans 80% des cas, quand ils sont levés à l'avant, ceux de l'arrière ne sont pas levés. Grégory vous donne des explications un peu plus techniques et moi je vais peut-être essayer d'avoir un discours un peu plus classique et basique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 2 panneaux solaires couplés ensemble qui sont installés sur la tente de toit, les 2 autres panneaux solaires couplés ensemble qui sont installés sur le coffre de toit. Et aujourd'hui, seulement sont motorisés l'ouverture de la tente de toit et donc du coup, les panneaux solaires s'inclinent en même temps de l'ouverture. Mais quand on n'est pas dedans, et donc quand on ne dort pas, donc généralement dans la journée, on peut jouer sur l'ouverture-fermeture et donc l'inclinaison des panneaux solaires pour avoir un meilleur rendement. Et on va faire de même bientôt sur l'arrière du véhicule. Donc notre coffre de toit, aujourd'hui, on l'ouvre ou on le ferme. Et avec les vérins, ça nous permet de pouvoir avoir, en fait, choisir entre deux. Parce que là, aujourd'hui, c'est fermé, c'est fermé ou ouvert. Puisque c'est manuel. Là, le vérin va pouvoir rester en position pour qu'on puisse s'adapter au mieux pour le rendement des panneaux solaires. Et on a fait une petite vidéo test quand on était à Valois, parce qu'on venait d'automatiser l'ouverture de la tente de toit. Et au petit déjeuner le matin, on a voulu voir ce que ça donnait de bouger l'ouverture-fermeture de la tente de toit et du rendement. Donc on vous invite à regarder cette vidéo, petit lien en haut à droite. Parce que ça dépend les périodes de l'année où on est. Le lieu géographique, on peut avoir différentes variations
d'inclinaison qui fait que ça fonctionne, enfin, que la captation solaire soit plus importante par rapport à son inclinaison. Un peu plus de précision, on va imaginer qu'on partage potentiellement la France en deux parties, le côté nord, côté sud, et de souvenir, on va vous mettre un petit pictogramme, enfin un petit schéma. Si on est en hiver nord de France, on va avoir une captation potentielle entre 1600 et 2000 Wh par jour, alors que dans le sud de France, on va être quasiment dans les 3500 voire 4000 en hiver. Et en été, nord de la France, on va être dans les 5000 ou 6000 Wh, et sud de la France, on est dans les 8000 Wh. Donc ça dépend effectivement le lieu où on se trouve et forcément l'inclinaison des panneaux qui va beaucoup jouer sur la captation d'énergie. On vous met également en lien un site qui vous permet de pouvoir trouver facilement l'inclinaison à adapter sur vos panneaux solaires par rapport au lieu géographique. Donc de souvenir, c'est un peu mondial, et par rapport à la période dans laquelle on est. Printemps, été, automne, hiver, vous avez les différentes graduations qui vous permettent de pouvoir vraiment calibrer l'inclinaison optimale. Alors, le boîtier numéro 3, c'est l'Orion qui, lui, vient récupérer la charge, l'excédent de charge de l'alternateur. Donc, il est couplé directement avec la batterie principale du porteur du camion, qui, lui, dès qu'on utilise le véhicule en marche normale en journée, peut, dans notre cas, récupérer entre 10 et 12% par heure de recharge de batterie. Je vous ai dit Orion parce que c'est ce qui est marqué sur le boîtier pour que ce soit plus simple, mais c'est vulgairement, c'est un coupleur séparateur DC-DC. Alors dans son cas, c'est pas un coupleur séparateur parce que ça dépend en fait de l'Euro 3, l'Euro 4, Euro 5, Euro 6 de votre véhicule qui va vous permettre de pouvoir chercher le modèle qui va vous convenir pour le véhicule. Donc on va vous montrer de suite quand on démarre le véhicule, l'incidence que ça produit sur le DC-DC, qui va du coup passer de mode off en mode on, le volume d'énergie qu'il envoie dans la batterie auxiliaire. Donc là, toujours pareil, on a l'élément où on va voir combien de temps il met à prendre le relais, à se déclencher, à se mettre en fonction. J'espère que les micros vont nous permettre de pouvoir couvrir le bruit du moteur, sinon on fera les explications moteur éteint. Donc là, on a démarré le moteur, l'Orion est toujours en off. Hop, et là il vient de passer en bulk, donc il vient de prendre le relais, et donc lui donne de l'énergie. Il est juste là. Il donne de l'énergie. Et on a toujours les panneaux solaires qui donnent 3 fois rien parce qu'on est à l'intérieur du bâtiment et du coup potentiellement on ne capte pas d'énergie solaire. Donc on ne va pas faire tourner le moteur trop longtemps pour s'asphyxier et mourir demain. Et là vous voyez, potentiellement sur l'application il est toujours en route et hop, il vient juste de passer en off. Dernière source de recharge pour notre configuration, c'est le boîtier numéro 4. Lui, du coup, tout simplement, il est branché à la prise P17. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que ces deux prises-là sont alimentées par la prise P17, ce qui me permet de brancher le chargeur directement sur la prise et de laisser l'autre pour un autre appareil. On voit aucun voyant, rien du tout simplement parce qu'on n'a pas branché la P17 en recharge, mais on va le faire tout de suite pour que vous voyez l'incidence que ça a. Alors voilà, Grégory, il vient de mettre le chargeur en marche et donc du coup, vous voyez ici, hop, on est en bulk. Donc bulk parce que vraiment, on est en recharge. Si on va à côté, ABS, c'est absorption. Donc ça, c'est quand on a la batterie commence à être bien chargée. Et quand on est quasiment full, on est en float, c'est-à-dire que le chargeur ou les MPPT, parce qu'on a les mêmes petites indications hop, à droite ici, ils clignotent sur le bulk, donc ils sont au même stade, on va dire, parce que là, on doit être à une 50% de batterie, c'est pour ça. Et donc, si on passe dans les stades supérieurs différents, comme ici,
ABS, absorption ou float, désolé pour mon anglais, c'est que la batterie est chargée beaucoup plus que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et donc, voilà la prise P17 qui est enclenchée et qui, nous, est sur une prise au niveau de l'atelier, là-bas. Alors, sur la vidéo précédente, vous n'aviez pas le Monster chargeur extérieur. Celui-ci, parce que potentiellement, le fait qu'il soit débranché, il n'apparaît pas sur l'écran. Vous voyez, je disais 50% de batterie, on est à 52% de batterie, exactement. Donc, notre batterie, c'est une Power Brick en 24 volts 150 ampères-heure. Donc, réellement, ce n'est pas une 24, c'est une 25,6 et elle développe 3840 Wh. Petite précision sur cette batterie, c'est une batterie au lithium. Et donc, en parlant de batterie, pourquoi on a une batterie en 24 volts et pas, comme on peut voir communément, en 12 volts? Alors, on aurait pu avoir potentiellement deux batteries en 12 volts, 2 x 12, qu'on aurait jumelées pour avoir un 24 volts. Mais au niveau du poids et de l'encombrement, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir une batterie 24 volts. Voire même du prix, non? Ouais, ça a pu être plus ou moins similaire. Mais au niveau du poids, on avait plus de 6 kg de différence au total. Pourquoi une 24 volts et pourquoi on était impérativement sur une 24 volts? C'est que le convertisseur, donc le Phoenix inverteur, donc le numéro 5, on retourne dessus, lui c'est un 24 5000. Et pour avoir du 5000, d'accord, on était impérativement obligé de passer par du 24 volts. Et pourquoi on voulait du 5000? Parce qu'on voulait avoir la possibilité de pouvoir utiliser le four, la plaque à induction, le micro-ondes, alors pas le four et le micro-ondes parce que c'est le même outil, mais potentiellement le four micro-ondes et la Nespresso en même temps, sans avoir à débrancher potentiellement le frigo ou autre chose. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de coupure de courant par un excédent de demande de consommation. Alors, on a toujours été vigilant, mais même sans trop être vigilant, ça a toujours fonctionné, en sachant que c'est un 5000 VA, mais je crois que potentiellement il peut donner un tout petit peu plus, mais son utilisation c'est un 4000 quand même. Ce qui nous amène du coup sur le Phoenix. Donc lui, c'est notre convertisseur. Il vient transformer les 24 volts de la batterie en 220 volts. Je me suis mis dans l'intérieur de Monster, donc notre véhicule aménagé, un Mercedes Sprinter, parce que si vous nous rejoignez sur cette chaîne, peut-être que vous ne le connaissez pas. Et donc vous pouvez voir, voilà, on a la lumière ici par exemple qui est sur le 220 volts. Là-bas, on a une cafetière Nespresso sur le 220 volts. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'intérieur de notre installation. Et si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'autres vidéos. D'ailleurs, on souhaitait savoir si, on est en train de réfléchir avec Grégory à faire une vidéo FAQ spéciale électricité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mettez-nous vos questions en commentaire, mais vous pouvez aussi nous envoyer des questions sur le Instagram et ou par email et on fera certainement une vidéo soit FAQ, donc foire aux questions spéciale électricité. Et on réfléchit aussi peut-être à faire un live, donc dites-nous si ça peut vous intéresser et auquel cas on ferait un live, alors un peu van life, toutes questions confondues, mais peut-être spécialisé électricité. Tout en haut là, lui là, c'est également un Orion TR, mais c'est aussi un DC-DC, mais il n'est pas un chargeur, c'est un convertisseur. Il convertit le 24 volts de la batterie secondaire en 12 volts pour alimenter le petit boîtier qui est en dessous. Donc on a enlevé le capuchon pour que vous puissiez plus voir, mais normalement il y a un petit boîtier dessus de protection et qui alimente tout notre réseau en 12 volts. Alors nous en réseau de 12 volts, on a quand même très peu de choses. On l'a développé dans la vidéo précédente. Ensuite, le numéro 8, c'est le Battery Protect. Lui, il va protéger tout simplement votre batterie. Et dans le cas présent, si je ne dis pas de bêtises, la batterie est garantie 5 ans. Et si on utilise un Battery Protect, je crois qu'elle est prolongée de 3 ans complémentaires. À vérifier, mais je crois que c'est le cas. Le boîtier numéro 9, c'est l'essentiel, c'est le Smart Shunt, qui lui est connecté directement par le gros câble sur le moins de la batterie.
tous les négatifs sont branchés à l'opposé et il est communiqué avec ce petit fusible au réseau pour pouvoir le protéger. Alors le bus bar, nous, on l'a mis dans un ancien boîtier électrique parce qu'en fait, je trouvais que la distance entre les deux, entre le positif et le négatif, était quand même relativement proche. Mais ce que je vais faire, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, on va enlever le couvercle de dessus. Alors, certains d'entre vous qu'on a rencontrés dans différents lieux de salons, événements, rassemblements et tout ça, disent « Mais c'est quoi cette usine à gaz ?» Ben non, justement, c'est pas une usine à gaz, c'est une usine électrique. Alors, le couvercle, la façade, du coup, enlevé, on voit un peu plus d'éléments. Donc, cette partie-là, on ne va pas faire ça avec un tournevis, qui est branchée directement sur le Phoenix, l'inverteur, donc le créateur de 220 volts. À côté, on a aussi une protection qui vient se brancher directement sur le chargeur DC-DC qui lui est relié, donc on se répète, mais à la batterie du porteur. Et à côté, on a également là la protection donc du Battery Protect qui est aussi protégé lui par un fusible. Bien évidemment, on a un coupe-circuit et dès qu'on coupe cet élément-là, il n'y a plus rien d'alimenté dans le camion. Bon, souvent on se demande pourquoi, dans un véhicule aménagé, il y a un tableau électrique comme à la maison. Alors Grégory va nous répondre. Alors, ce qu'on a fait, c'est pas ultra commun et conventionnel, on va dire, pour le commun des mortels. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que le premier disjoncteur, il est descendu. Pourquoi? Parce que celui-ci, en bas, on vous a montré qu'on avait deux prises à côté du chargeur et on pourrait potentiellement brancher directement le câble dans la prise à côté du chargeur liée à la P17 et on serait dans le cas de descendre le bouton d'à côté, ce qui ferait qu'on serait plus relié à l'inverteur, mais qu'on viendrait prendre directement l'énergie sur la P17. Et pour ne pas créer un conflit, on lèverait le bouton bleu et on descendrait le premier bouton vert. Après, tous les accessoires à l'intérieur, donc que ce soit les plaques de cuisson, le four micro-ondes, l'éclairage, la machine à café, le frigo, la zone de diner, notre suite nuptiale aussi, et la prise extérieure, ont chacune un disjoncteur bien dédié, et on en a un qu'on a laissé en cas où, si on avait besoin de rajouter potentiellement quelque chose. C'est 14h36, ça fait à peu près une heure qu'on a mis le chargeur en route. On est à 61%, on est parti à 52%, donc potentiellement on a pris 9%. Mais lorsqu'on vient cliquer sur les deux, non, sur l'appareil, hop, on va avoir un peu plus de détails. Donc on est vraiment à 61%. Et on sait combien on a pris de la puissance de captation. Là, pour l'instant, on charge à 364 watts. Donc là, en fait, on a commencé à mettre en charge à 13h31. Hop. Et là, 14h37, donc c'est maintenant quasiment une heure après. Bon, pour en arriver à tout ça, en fait, on est parti au départ de nos envies et nos besoins. Moi, par exemple, tous les deux, le café Nespresso. Non, le café Nespresso, c'est elle, c'est pas moi. Il n'est pas là, il parle. Donc voilà, il y a un moment, on avait émis l'hypothèse d'avoir une machine à laver. Bon, voilà, on n'avait pas vraiment ni la place, ni le poids disponible pour. Mais on a commencé par dire, qu'est-ce qui nous est indispensable? Et puis, si, on avait la place. On aurait pu la mettre dans le local technique. Sauf que au niveau du poids, on prenait, je crois que c'était 7 ou 8 kilos complémentaires. Ouais, et surtout, c'était un budget de quasiment 800 €. Voilà. Putsch. Donc ça, c'était nos envies et nos besoins. Bon, il y a des choses qu'on a rectifiées parce qu'on avait des envies qui étaient un peu différentes, un peu folles aussi, ou trop énergivores. Une fois qu'on est parti de nos envies, nos besoins, on a vu les équipements, donc on a pris en fait la consommation estimée en fait du frigo, de la plaque induction, tout ça. Donc là, c'est sur les fiches descriptives des produits. Ce qu'on a développé donc dans la vidéo précédente. Voilà.
Ensuite, eh ben, on s'est fait une estimation de consommation journalière et l'autonomie qu'on aurait voulu. Est-ce qu'on veut 5 heures d'autonomie ou on veut 5 semaines d'autonomie? J'exagère entre les deux, vous avez bien compris. Et de là, ben, on a fait le dimensionnement de notre installation électrique et on en est arrivé à tout ce que vous avez vu et tout ce qu'on vous a expliqué. Alors, aujourd'hui, on a potentiellement entre 36 et 40 heures d'autonomie. C'est-à-dire sans recharge, ni par les panneaux solaires, ni en roulant, ni en se branchant. Voilà. Mais par exemple, on a un exemple concret à vous donner, c'est que quand on était sur New York, on a fait 5 jours à New York où il pleuvait tous les jours. On était entre les buildings et des arbres, qu'on a été obligé d'enlever des feuilles sur le toit du camion en permanence parce qu'on avait trop de grosses feuilles qui cachaient les panneaux solaires. Et donc du coup, là, c'est la seule fois sur quasiment nos 10 mois de voyage où on s'est branché par nécessité, plus que par flemme ou par envie, parce qu'on a été descendu à 25% de batterie. Et donc du coup, j'ai dit, là, il faut qu'on trouve une solution pour aller se charger. La solution de rouler n'était pas suffisante, parce qu'on ne prend que 10 ou 12% de batterie dans notre cas, avec l'alternateur qu'on a, avec le camion qu'on a. Ça peut être différent et varié par rapport au véhicule et l'alternateur du véhicule. Donc si on fait un 10 ou à 12% par heure sans avoir potentiellement les feux, les essuie-glaces qui tournent et tout, et donc là, sur les 5 jours à New York où il pleuvait, forcément on avait nos feux et forcément on avait nos essuie-glaces qui étaient branchés, donc on aurait pu en voir encore moins de charge qui se fasse. Donc on a trouvé une solution de trouver un camping pour pouvoir se brancher. La chose impérative à prendre en compte, c'est que vous ne pouvez pas utiliser de câbles rigides. Nous, on n'a utilisé que des câbles souples parce que c'est recommandé par tout le monde et que c'est un peu une obligation. Et attention, il faut faire vraiment attention à la section de câble que vous allez utiliser parce qu'on est sur du câble, on est sur un courant continu et pas sur un courant alternatif comme vous avez à la maison. Et là, par exemple, le câble qui relie le boîtier numéro 5 à la batterie, lui, c'est un câble qui fait du 95 mm². Je ne sais pas si vous imaginez la grosseur du câble, mais c'est très important. Et le câble qui relie la batterie principale à la batterie secondaire, c'est du 32 mm². Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est du 95 mm². Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on en a autant? C'est que quand on a commandé le câble, le gars nous a dit, vous en voulez? Ouais, vous êtes obligé de commander un touret complet. Donc, c'est ultra épais. Je ne sais pas si vous imaginez l'épaisseur d'un doigt, enfin, surtout de mes doigts à moi, par rapport au câble qui est à l'intérieur. Et quand je vous dis du câble souple, on va en découper un petit bout. Alors, la souplesse est relative. Oui, en fait, c'est plus du multibrin que du câble souple. Parce que si ça, c'était rigide et que c'était un monobloc, ça serait infaisable, quoi. Donc ça, c'est du 95 mm². Et c'est parce que aussi, c'est les puissances, mais aussi la distance. Selon la distance entre vos éléments, les sections de câbles vont être calculées par rapport à ça. On essaye de vous mettre, parce que vous en trouvez plein sur Internet, mais il y en a un qui est bien, si je le retrouve, je vous mets le lien en description. Alors ça, c'est pas du 32, c'est que du 16 mm², on s'en est servi aussi. Mais voilà, c'est pareil, c'est du câble multibrin intérieur, souple, ça c'est du 16 mm². Et nous, on avait utilisé du 32 mm² pour la batterie. Comme Adeline l'a dit précédemment, plein de gens nous disent que c'est une usine à gaz alors qu'on n'a pas de gaz. C'est sûr que nous, c'est une grosse installation. On a 2 MPPT, on a les convertisseurs en 12, 24 et 24-12. On peut avoir la même installation que celle-ci, beaucoup plus faible, mais par contre, potentiellement pas avec un 5000 VA pour le convertisseur. L'élément qu'on peut rajouter aussi, qu'on n'a pas trop évoqué, c'est le Cerbo GX. Alors nous, l'élément numéro 7. L'élément numéro 7. Là, il est partiellement débranché, parce qu'en fait, on est en train de tenter de faire des programmations différentes. Sa principale fonction, c'est de pouvoir communiquer avec toute l'installation à distance à travers un routeur ou une connexion Internet. Oui, parce que là, tous, ils communiquent entre eux en Bluetooth. Donc, si on est un peu loin, le Bluetooth ne le permet pas. Si par contre, on n'avait pas un Phoenix, mais un Multiplus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est même un Multiplus 2, on pourrait avoir la possibilité de créer des zones de charge. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait dire jusqu'à 80%,
on reste sur la batterie principale. Et au-delà de 80%, tout l'excédent d'énergie solaire est basculé vers un autre appareil. Le chauffe-eau, par exemple. Le chauffe-eau, enfin, ça peut être plusieurs choses. Alors, le partenaire qu'on avait à l'époque pour la réalisation de l'électricité de Monster, c'était MyShop Solaire. Encore merci à Nicolas et Dominique. Bon, les prénoms, c'est un peu mon problème. Mathias. Bah, toute l'équipe du pôle Nomade, merci beaucoup, parce que c'est des vrais techniciens. Exact. Après moi. Bon, on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc voilà, petit tour de Monster complémentaire. On va conclure pour vous dire que pendant tout notre voyage, on ne s'est jamais vraiment privé. On a fait attention à certains moments parce que quand on savait qu'on n'allait pas trop rouler, par exemple, voilà, à New York, bon, c'est là qu'on ne s'est pas privé, mais qu'on a été se brancher. Mais à d'autres endroits où on savait qu'on allait rester 2-3 jours sans vraiment rouler, on faisait attention par contre à consulter la météo pour savoir si on allait avoir du soleil ou si ça allait être nuageux. Et donc on a fait attention sur certaines choses, mais on ne s'est jamais privé et on n'a jamais pris des douches froides. Jamais. Allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à nous envoyer des petits commentaires ou des petits mots de soutien. C'est toujours très appréciable. Des petits likes, des petits cœurs, des petits pouces, tout ce qu'on veut. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. On ne vous donne pas encore le thème parce qu'on hésite encore un petit peu. Même nous, on sait Allez. pas. Allez.